L'intelligence, la donnée, la machine, ces éléments ne sont pas figés. Ils se croisent, se transforment et ouvrent une infinité de possibilités. Ensemble, explorons les bienfaits et les dangers de cette intelligence qui bouscule notre réalité. Bienvenue sur Viens on parle IA, nouvel épisode avec un invité d'exception, Redouane Bouchane, qui a un parcours assez atypique. Je vais le laisser se présenter en compagnie, bien évidemment, de mon fidèle destrier Gilles. On te laisse la parole, Redouane, pour nous dire quelques mots sur toi, en quelques lignes, brièvement. Qui es-tu, Redouane? Alors, Redouane Bouchane, donc, par quoi commencer? 39 ans, Audonien, donc je viens de Saint-Ouen, banlieue parisienne. Je suis dans la tech. Je ne suis pas tech, mais je suis dans la tech. Ça aura peut-être son importance pendant le podcast. Et donc, je suis cofondateur d'une startup qui s'appelle Ringbo. Donc, Ringbo, on met le meilleur de la technologie au service de l'apprentissage. Donc, à la fois des apprenants, mais également des formateurs à travers des expériences qui sont ludiques, immersives, gamifiées. Et on va parler IA parce que on rentre dans l'ère de l'IA et comme tout le monde, on développe des activités liées à l'IA dans ce cadre-là. Ok, donc c'est un résumé très succinct, mais je tiens à rajouter encore quelques mots. Tu as un vaste parcours pro assez incroyable. Tu es CEO de Ringbo. Tu as eu CEO, je suis que le numéro 2. Il y a Ahmed qui porte la vision du projet avec nous. Ahmed Belabas, qu'on salue. Exactement. On salue vraiment un big up à Ahmed. Et donc Ringbo, qui est une belle boîte que tu as lancée en quelle année déjà? 2019, 2019, c'est ça. Petite anecdote sur Ringbo. À un moment donné, tu as un produit phare qui s'appelle Mirabeau et tu as été numéro 1 de Amazon en France. Et je dis, je le connais. Je disais, regardez le gars numéro 1. Donc, du très, très lourd. Du très, très lourd et pas mal de réussite. Pour récapituler, on va dire, donc tu es dans la gamification, de l'apprentissage, tu es dans l'AR, VR, donc tout ce qui est réalité virtuelle, réalité aussi augmentée. Ton produit, donc tu as commencé avec Mirabeau directement, c'est ça? C'est ça. En fait, on a commencé en 2018. Moi, j'ai rejoint le projet en 2018. Ahmed, il avait déjà commencé à travailler sur des prototypes parce que c'est lui qui avait eu l'idée tech et la vision du produit. C'est parti en fait du constat en fait à la base de l'apprentissage. Je voyais sa fille qui passait du temps sur sa tablette et avec l'engouement de Pokémon Go, etc., il était tombé sur des études qui disaient que en fait la VR, la réalité augmentée dans les process d'apprentissage peut avoir des avantages. Donc, on est parti sur l'anglais parce que l'anglais était le premier vecteur, que ce soit pour se former dans la tech, vu que lui était autodidacte, c'est le premier obstacle auquel il s'est confronté. Et de l'autre côté, le business aussi, si tu fais pas de l'anglais, en fait, tu fais pas de benchmark, tu captes pas d'audience internationale, etc. Et du coup, on s'est dit, comment on va faire? On va développer une application avec un casque de VR, un casque cardboard, parce que l'idée, en fait, c'est vraiment de démocratiser l'accès à la tech. Et du coup, on a créé un kit de VR qui se vendait justement en e-commerce et dans la distribution à 39 €. 39 €, tu avais un casque VR, une application mobile avec 55 leçons d'anglais. On a mis l'espagnol. C'est comme ça que c'est parti en 2020. On l'a vendu pendant quelques années. On a vendu 20 000 au total. Et après, on a fait évoluer notre modèle parce que les centres de formation qui ont vu ça, ils nous disaient, en fait, pour les enfants, c'est bien. Mais même d'un point de vue business, en fait, et d'un point de vue besoin, l'éducation nationale, elle a ses propres process. Mais dans la formation pro, il y a beaucoup plus d'urgence sur l'acquisition de compétences. Il y a beaucoup plus de moyens aussi sur la formation. Donc, en fait, c'est comme ça qu'ils nous ont embarqués. Et c'est comme ça qu'on travaille avec des écoles de commerce sur la préparation à la mobilité internationale. Ou aussi, là, avec le 3CA BTP, qui est la Fédération des centres de formation dans le bâtiment. Et là, on digitalise tout le programme de CAP en français, en anglais, avec des modalités gamifiées, de la compréhension orale, de l'immersion dans des dialogues, etc. Trop bien. Et ça me fait penser à... Enfin, du coup, pour mettre un peu dans le contexte, Mohamed et Redouane, vous connaissez. Moi, je te connais pas. J'ai entendu parler de tes projets. Mais là, tu
tu parles de Mirabeau, j'aimerais bien que tu donnes un exemple précis. Par exemple, le jeune, quand il va mettre son casque, qu'est-ce qu'il va voir? Est-ce que c'est comme Ready Player One Je ne dirai pas le nombre de fois qu'on m'a parlé de ce film et je ne l'ai pas regardé parce que j'essaye d'éviter la prophétie autoréalisatrice. Mais ouais, en fait, si tu veux, l'idée, c'est de se dire que il y a une étude, c'était Deloitte qui disait 85%. Il y a une autre étude qui est sortie, j'ai lu ce matin, c'est 90% des apprenants dans le e-learning classique décrochent. Ils finissent pas les formations. Et l'idée, de manière très concrète, c'est comment on va utiliser le jeu vidéo, les codes du jeu vidéo pour maintenir l'engagement. Maria Montessori, elle disait que l'important, c'est pas de capter l'attention des apprenants, c'est de les maintenir concentrés. Et donc, comment tu fais ça? Les 3 piliers de la pédagogie, c'est immersion, interaction et répétition. Donc, sur Mirabeau classique, c'était je mets le casque VR, je suis confronté à des personnages, j'entends des phrases, l'apprentissage multisensoriel, il fait le job, c'est-à-dire que j'entends, je lis et je vois en même temps. Et du coup, bah, quand on te dit touch the dog, bah, comme tu as entendu the dog et en même temps tu as vu the dog, bah, l'action, en fait, pour valider la compétence et l'acquisition du concept, bah, en fait, en didactique, elle est directement automatisée. Après, là, sur le projet qu'on a sur le BTP, sur le CAP, il est beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus complet. On a créé déjà, parce qu'en français langue étrangère, en FLE, il n'y avait pas de référentiel, donc on a travaillé avec 6 centres de formation. Ils ont mutualisé leurs connaissances pour créer un référentiel. À partir de ce référentiel, on a découpé dans une scénarisation gamifiée des modules liés aux objectifs pédagogiques. Et à partir de là, on a aussi fait du multimodal, c'est-à-dire qu'on a fait une application mobile, il y a de la VR avec des mises en situation. Par exemple, les équipements de sécurité, j'arrive dans un chantier, je vois le chef de chantier, il m'explique les éléments de sécurité et après, bah, en VR, je dois trouver les objets, il me dit va me chercher tel objet et va chercher les gants et va chercher le casque. Donc tout ça en anglais. Et après, il y a d'autres situations où ça va être de la compréhension orale. Donc par exemple, tu dois répéter une phrase ou tu dois dire une phrase. Et donc, ça pousse l'apprenant vraiment à apprendre tout ça. Qu'on soit d'accord, c'est vraiment lié aux besoins métiers spécifiques et c'est un futur outil, je sais pas si on peut dire une SaaS, qui va s'adapter au métier, c'est-à-dire sur le BTP ou autre, ça va vraiment se personnaliser à n'importe quel métier ou c'est vraiment restreint à des métiers comme tu as dit BTP, à des métiers de terrain où effectivement mettre des objets visuels, etc. Mais est-ce que ça pourrait être, je sais pas, dans la tech, pour un Bien métier sûr, tech, bien par sûr. Bah, exemple? nous, notre objectif, si tu veux, dans la formation, justement, tu as un choix au bout d'un moment sur lequel tu dois te positionner. C'est est-ce que bah, tu veux faire du contenu de formation, donc être formateur. Dans ce cas-là, tu vas faire Calliope, tous les sujets administratifs liés à être formateur. Et qu'est-ce qu'on aime ça? Voilà, et après, tu as le sujet d'être provider de tech. Donc, nous, on est vraiment le sujet de produire la plateforme, le contenant. Là où, justement, c'est intéressant dans ce que tu dis, c'est que l'idée, c'est vraiment de faire de l'apprentissage contextualisé. Mais nous, notre produit tech, il a vocation à être agnostique. C'est-à-dire que, voilà, que je parlais de l'application, mais de l'autre côté, il y a une plateforme. La plateforme, l'idée, c'est que le formateur, il pilote en fait la distribution du contenu sur les smartphones, sur l'application. Et en même temps, bah, il envoie les contenus adaptés, par exemple, à ses apprenants et il récupère la data pour après bah, pouvoir soit faire de la remédiation, soit adapter, etc. Et du coup, bah, notre idée, c'est de faire vraiment ce qu'on appelle du mass customing, c'est-à-dire on a une solution qui convient à tout le monde et après, bah, on l'adapte justement aux besoins du client, de la semi-personnalisation. Je pense que Mohamed est un féru de Salesforce, c'est un peu les mêmes modèles, tu vois. Ah, je suis pas le seul, Gilles aussi, pour lui. Ouais. Il y a cette manière de penser, hein, de learn to earn que vous mettez en place. C'est on apprend vraiment pour gagner en connaissances et c'est vraiment pas généraliste, mais ça va s'adapter. Et donc ça reste assez fou. Comment vous avez conceptualisé à peu près tout ça? Est-ce que c'est cette direction, cette vision que vous avez pour plus tard? Est-ce qu'il y a une vision assez claire sur le projet en question? Bah ouais, en fait, si tu veux, nous, nos projets, déjà à la base, on est aussi drivé par le marché, par les clients, par leurs besoins. Donc, c'est vraiment en incrémental, en itératif. On va voir les clients, on présente ce qu'on fait, on essaye comme d'habitude, over delivery et tu projettes plus que ce que tu proposes. Et de l'autre côté, bah, il te fait ses feedbacks.
Et la vision qu'on a justement, à travers les savoir-faire qu'on accumule, que ce soit dans la pédagogie, dans les structures d'exercice, dans la scénarisation, dans aussi, dans tout ça et après dans la remontée de data aussi, dans les aspects aussi, sciences cognitives. Eh bien, l'idée, c'est de standardiser un maximum pour qu'à chaque fois, bah, tu puisses réduire les coûts de développement, réduire les coûts de delivery et séduire de plus en plus de monde. Alors juste, je voulais rebondir sur un truc qui était dit, où que vous donnez la tech, mais moi j'ai l'impression que, enfin, vous donnez plus que ça, parce que comme vous donnez des outils qui permettent de gamifier, enfin, donc tu es obligé en tant que formateur de structurer d'une façon différente que si je faisais juste un cours en visio. Et du coup, bah il y a ce truc-là de j'apprends, enfin, vous donnez un outil qui permet de découper, qui permet de rendre intéressant, interactif. Naturellement, j'aurais peut-être juste fait un cours récité. Ouais, c'est ça et c'est très intéressant ce que tu dis parce que c'est un réel travail. Nous, par exemple, avec le BTP et les formatrices avec lesquelles on a travaillé, bah, il y a eu un vrai travail de pédagogie, de d'évangélisation, d'explication de la technologie, de ses capacités, mais également de ses limitations. Donc c'est ce qui a donné en co-construction lieu à des templates d'exercices et le sujet, c'est qu'au début, bah, elles allaient dans tous les sens. Après, elles ont compris que la réalité virtuelle, par exemple, bah, c'était, destiné à certaines typologies de contenus. La gamification en 2D, bah, tu vas faire un quiz, tu vas faire un QCM, tu vas faire un truc un peu à la Duolingo, bah, ça va être adapté à d'autres sujets et après dans d'autres sujets, bah, tu vas avoir les sujets de répétition, de compréhension orale et cetera et c'est vrai que là où, ça prenait 1, 2 jours pour faire, une petite séquence, une suite d'exercices, au fil du temps, ça ne prenait que quelques heures. Donc, tu as expliqué le projet. Est-ce que derrière ce projet, il y a un nom de code pour nous permettre de pouvoir suivre ou retrouver ce projet-là? Rééqual, comment rétablir de l'éducation dans la formation et l'éducation. Donc, ça vient pas de Redouane, il y a aucun délire Non, dans non, non, ça, non, hein. non. Non, 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 on a toujours un peu ce sujet de R2E qui vient pas de Redouane, à mon plus grand, regret, à ma plus grande déception, mais plutôt de Rinbo. Si tu veux, bah, il y a Rainbow. toujours eu, ouais, il y a toujours ce sujet de faire, on a toujours eu cette vision de faire une suite de projets, une suite de logiciels. À chaque fois, bah, ça commence par Là, ça nous fait une belle bascule parce que là, on voit c'est une entreprise tech avec ton associé Ahmed et vous allez dans vraiment une vision où vous brisez carrément des codes, c'est-à-dire où on donne accès à n'importe qui avec un casque en carton et un téléphone pour utiliser vos solutions. Là où vous allez disrupter un peu le marché de la formation dans différents branches de métier. Et dans tout ça, là, on est sur la chaîne VIA, on parle IA. Est-ce que l'IA joue un rôle derrière tout ça? Il y avait RAR. Est-ce qu'il y a IA aussi qui suit? bien sûr, bien sûr. À 2 niveaux déjà. À 2 niveaux, c'est comment l'IA, bah, commence à prendre part justement sur tes process internes, sur, ta routine quotidienne justement, au taf, le réflexe, ChatGPT, le réflexe, voilà, améliorer, en continu, tes process et bien évidemment, bah, comme, une bonne partie des startups aujourd'hui, bah, on bascule vers l'IA dans nos technos et cetera. Donc, on a un projet dans Reequal qui s'appelle Reequal Studio parce que Reequal, bah, justement, tu as la suite de briques techniques, tu as la plateforme pour les formateurs, tu as, l'application pour les apprenants, mais tu as aussi ce qu'on appelle Reequal Studio qui va être justement ce studio de création de contenu boosté à l'IA. C'est-à-dire qu'avec tout le passif qu'on a, l'idée, c'est de profiter de cette expertise pour aller de plus en plus vers la génération de contenu grâce à l'IA. Et dans la génération de contenu, mais après aussi, comment dans notre vision, l'IA va permettre de faire de la remédiation et d'adapter justement le parcours apprentissage. Donc là, on parle d'IA générative, donc qui va créer du contenu. Et pour plus tard, est-ce qu'on peut dire du conseil, une IA de conseil sur Exactement. certains sujets? C'est exactement. Nous, si tu veux, on n'est pas à 100% full block sur le génératif. On est vraiment sur générer ce qu'il faut sans pour autant donner tout le lead à l'IA, mais plutôt comment l'IA va challenger le formateur. Le formateur, en fait, si tu veux, dans notre vision, on passe d'une situation où on est dans la formation très descendante, où le formateur est
le garant de l'autorité du savoir, et on bascule vers un rôle du formateur où là, le formateur, en fait, il est plutôt facilitateur dans le process d'apprentissage. Il est plutôt la brique centrale qui va distribuer l'apprentissage, si tu veux, et, euh, et sa valeur, en fait, va être maximisée par l'IA. Et l'apprentissage, grâce à la gamification, il va être plutôt dans une collaboration formateur-apprenant, tu vois. Et l'IA fait l'intermédiaire. Donc là, c'est plutôt côté formateur, c'est pas niveau apprenant. Après, niveau apprenant, on a déjà commencé avec l'IA, notamment sur les sujets de compréhension orale, de dialogue, etc. Et après, on arrive de plus en plus vers aussi des coachs IA qui vont être, entre guillemets, fine-tunés par le formateur pour être limités, éviter les hallucinations. Et après, l'apprenant, au-delà des exercices classiques qu'il va avoir, il va avoir ce coach avec lequel il va pouvoir discuter directement. Et je vois que ça vous fait sourire. Non, moi, j'ai envie de payer, là. J'ai envie de te donner ma carte bleue et apprendre l'anglais. Moi, il y a une question qui vient, elle est assez piquante, Redouane. Attention, il y a des éditeurs, des futurs clients qui peuvent écouter ce podcast. Mais il y aura là, tu me parles de coach IA, mais il y aura des formateur IA ou pas? Parce que là, le but, c'est d'aider le formateur, un organisme de formation. Est-ce que il y a une capacité de pouvoir développer un formateur full IA qu'on va présenter à l'apprenant directement? L'idée, c'est ça, c'est que le formateur, il va décliner justement. Nous, notre vision, c'est comment permettre à n'importe quelle organisation lui donner les outils pour qu'elle devienne sa propre EdTech. Si tu veux, aujourd'hui, l'EdTech dans le monde de la startup, c'est des entreprises qui, par exemple, vont lever des fonds, vont chercher des moyens, soit pour créer du contenu, soit pour développer leur propre plateforme. Nous, l'idée, c'est d'outiller tout le monde avec cette plateforme-là. Et après, si tu veux, ce qu'on voit aujourd'hui, par exemple, dans le paysage de la formation, et nous, ce qu'on veut faire, c'est que tu as beaucoup de plateformes, justement, qui font de l'IA, mais qui ne font qu'une partie du boulot. C'est-à-dire que, par exemple, tu vas faire un prompt, tu vas générer un contenu. En fait, l'IA, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va te générer un script, un JSON par exemple, qui va être... on ne devait pas trop rentrer dans la tech, mais on va rentrer un petit peu. Ouais, pas de souci, mais on va vulgariser, qui va être réutilisé. Oui, voilà. Pour le coup, en fait, elle va te donner un script que tu vas intégrer dans un logiciel qui va être interopérable. Et du coup, la finalité, en fait, c'est juste que les solutions actuelles, elles ne sont pas de bout en bout. Alors que nous, ce qu'on veut proposer, c'est vraiment avoir une chaîne globale circulaire qui va du formateur via la plateforme et l'application à l'apprenant, et les datas remontent pour faire un feedback qui fait que ça fait un cercle vertueux, justement, et ça améliore l'apprentissage. Donc, coach IA pour les formateurs, oui, pour permettre de challenger dans la création de sa formation, mais aussi côté apprenant, pour que quand le formateur n'est pas là, l'apprenant il puisse continuer à se challenger, etc. Ils ont d'ailleurs un nouveau produit qui va sortir. Ça sera le Ri Mohamed, le prof IA. Là, moi, je te dis Redouane, moi, je suis en pleine création, c'est mes débuts. S'il y a des formateurs IA et je peux les prendre, il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. Mais est-ce que ça pose pas une fameuse question éthique qui me vient à l'esprit? C'est ton outil, moi, ce que je comprends, il y a un basculement de paradigme sur le rôle du formateur. C'est-à-dire que le formateur ne sera plus le formateur, mais il va être, entre guillemets, prenez pas mal ce derrière la caméra, l'assistant de l'IA formateur pour pas qu'il hallucine. Est-ce que tu te rends compte de ce que ça signifie? Est-ce que ça pourrait faire dans l'avenir ou pas? Moi, je le vois pas comme ça. Je le vois pas en tant qu'assistant. Moi, je le vois plutôt en tant que PM. Je le vois plutôt en tant que facilitateur. Je le vois plutôt en tant que chef d'orchestre. Tu vois, aujourd'hui, quand tu regardes les stats, on a donné les stats tout à l'heure sur l'engagement ou plutôt le désengagement sur les techniques d'apprentissage, en e-learning, etc. Mais on a aussi les stats sur le coût de création d'une formation et aussi sur le temps que passe un formateur. C'est-à-dire que le coût de création d'une formation, c'est entre 20 et 50 000 $ en moyenne. Et là, je ne parle pas des trucs en réalité virtuelle, vraiment beaucoup plus poussés. Et à quoi, en fait, dans ce coût de formation? Il y a l'ingénierie pédagogique et l'ingénierie de formation. Donc, tu vas aller chercher, créer un référentiel, taper dans les bases de données, aller voir des objectifs pédagogiques, dessiner et designer des
des séquences d'apprentissage. Une fois que tu as fait ça, si tu veux aller dans la tech ou dans le e-learning, soit tu vas faire du contenu réel, donc ça va être filmé avec des scénarios, soit ça va être digitalisé, donc tu vas avoir besoin d'un graphiste. Après, tu vas avoir besoin d'un monteur vidéo, ou plutôt d'un designer ou d'un développeur qui va intégrer ça. Et après, tu auras besoin d'une structure, une brique tech pour mettre tout ça en place. Donc ça, déjà, ça prend du budget et du temps. Donc en moyenne, aujourd'hui, on va dire que ça prend 3 mois. De l'autre côté, tu as le temps. Aujourd'hui, le formateur, pour préparer ses séances, il met en moyenne, on va dire, 2-3 heures. Mais après la séance, pour évaluer, prendre le feedback, etc., ça va lui prendre aussi 2-3 heures. Donc ça lui prend 6 heures par semaine. 6 heures par semaine, sur le temps scolaire, tu as 30 semaines. En fait, ça fait 180 heures qui passent par an. Et du coup, l'IA aujourd'hui, elle va lui permettre de prendre pleine possession de son rôle central de formateur et de transmetteur justement du savoir. Et c'est plutôt l'IA qui va être son assistant parce que lui, il va être garant du savoir, garant de l'autorité, garant justement de la validation des compétences. Mais l'IA, d'un côté, va lui faciliter le travail de préparation des séances et des contenus. Et lui, il va toujours valider, savoir que ça hallucine pas, que ça respecte l'éthique, etc. Et de l'autre côté, une fois qu'il aura délivré le contenu et que le contenu sera utilisé, l'IA va remonter la data et va lui épargner le travail de correction. Voire même avec des alertes, attends, un tel ne s'est pas connecté, un tel est en difficulté, donc je peux remédier en rebalançant une autre séance par derrière. Tu vois, adapter le niveau, etc. Comme je viens de dire, prends ma carte bancaire de suite. Parce que j'ai mis effectivement 3 mois à créer une formation. Ça prend un temps phénoménal parce qu'il y a beaucoup de réitérations, il y a beaucoup de tests, il y a beaucoup d'ingénierie pédagogique. Donc, c'est pas qu'un support derrière, c'est beaucoup plus. Et en plus, quand la formation, ce qui est plaisant aussi, le constat, c'est que les apprenants le constatent, qu'il y a un travail phénoménal derrière. Et je te rejoins complètement et je témoigne que la création d'une formation, ça, c'est énergivore et des fois, c'est chronophage et ça prend un temps. C'est pas juste écrire du texte ou quoi que ce soit. C'est toute une mécanique. Et effectivement, plus on t'entend parler, Redouane, plus moi, je me trouve aligné sur le besoin du terrain qui est là. Et je vais aller même plus loin. Aujourd'hui, une formation, ça te prend 3 mois à créer. Mais on a aussi un sujet qui est, avec l'avancée notamment de la tech, de la durée de vie d'une compétence. Les dernières études font état qu'une compétence, elle a une durée de vie de 18 mois. Donc, si tous les 18 mois, il faut renouveler les compétences, il faut toujours faire un travail au peigne fin sur les formations pour les mettre à jour, pour les remettre en place, etc. Et c'est là que tu vois en fait que, en plus, dans la formation, tu as plusieurs types de formations. Tu as ces formations qui doivent être renouvelées et tu as aussi les formations qui doivent être validées de manière pluriannuelle. Donc, c'est-à-dire que dans certains secteurs d'activité, tu as les formations sécurité, dans la banque, tu as les formations anticorruption, etc. Et tous les ans, en fait, il faut que tu renouvelles, tu as des accréditations. Et donc, oui, donc ça pousse encore plus le besoin. Ouais, donc tu as l'avant, le pendant et même l'après, pour le coup, pour une formation qui va couvrir de bout en bout vraiment tout ce besoin au sein d'un organisme de formation ou d'un formateur en particulier. C'est ça. Là, vos clients, ils sont à l'international, c'est ça? C'est pas des clients français? Là, pour l'instant, on est principalement français. On commence à discuter des clients internationaux. Okay. Mirabeau a fait une belle levée de fonds à l'époque. Plusieurs millions, plus d'1 million d'euros dans mes souvenirs. On a 1 million. Et pour ce projet-là, il y a une levée aussi. Il y a une levée en préparation, bien sûr, parce que l'idée c'est vraiment d'accélérer, surtout au point où les choses avancent. Il y a un réel besoin d'accélération, de donner les besoins justement de délivrer quelque chose qui plaît aux clients et qui en attend justement du marché. Donc là, on a vu ensemble les enjeux techniques, on a survolé un peu les enjeux éthiques aussi, où on voit effectivement que tout ça va apporter de la valeur pour le formateur, en plus de l'apprenant, l'organisme de formation, etc. Est-ce que le déclenchement, est-ce que l'IA chez Rimbaud était là ou est-ce que c'était l'avènement de ChatGPT qui a toute cette hype autour de l'IA? Je vais te faire. T'es dans la tech, il faut l'IA. Je vais te faire la réponse de tous les experts tech. Tous les experts tech qui te disent « Ah, mais non, mais l'IA, en fait, ça s'appelait pas l'IA et on connaissait, etc. »
Bah, en vrai, c'est vrai, tu vois. Nous, on est arrivé sur un sujet en 2018-2019 où bah, on était dans la VR. Et la VR, il y a pas plus chronophage en termes de ressources. C'est-à-dire qu'il te faut un designer 3D. Un designer 3D, quand tu rentres dans la 3D, bah, c'est comment en fait, tu vas, dessiner, après tu vas riguer, après, tu vas, optimiser dans les polygones, dans les ressources, des trucs que même moi je ne connais pas, tu vois? Que nos équipes, chez Rainbow, maîtrisent. Et ensuite après tu tout ce qui est, tout ce qui est intégration sur Unity. Après, tu as tout ce qui est, comment dire, gestion justement sur les serveurs en permanence. C'est-à-dire quand tu es sur mobile, bah, est-ce que tu as une application qui prend énormément de mémoire? Est-ce que bah, tu vas mémoriser tout sur l'application ou est-ce que tu vas supprimer un peu les données, les niveaux qui sont passés? Et, tu vois, bref, tu as tous ces sujets d'optimisation. Donc, ces sujets d'optimisation, avant même l'IA, ils nous poussaient à chaque fois à chercher des solutions techniques bah, justement de limite de type tech en fait qui vont te permettre, d'optimiser ces process-là. Et d'un point de vue formation pure, il y avait justement des sujets d'IA, mais qui s'appellent pas forcément IA, c'est de l'algorithmique, c'est du machine learning, tu vois? Et nous, ces sujets, Ouais. on les creuse depuis le début parce que avant même qu'on parle d'IA, nous, on a toujours parlé d'intelligence artificielle conversationnelle. À l'époque, c'est comme ça qu'on appelait la fonctionnalité. Maintenant, c'est chatbot, c'est avatar, c'est agent, tu vois? Mais, en gros, nous, on a toujours eu, cette vision parce que l'idée, c'est comment la tech va justement, faciliter le process d'apprentissage et te faire gagner du temps, des ressources et te faire aller plus vite. Et bien évidemment, après, ChatGPT a accéléré le truc. Est-ce que dans les équipes dev, tu as constaté un plus gros changement, si je devais reformuler? Donc, vous étiez déjà dedans, mais est-ce que avec l'avènement et tout ce qui est sorti des curseurs, des outils qui vont aider tes équipes en interne, donc tes équipes tech, est-ce que tu as senti en tout cas un gap de même pas de 1 mètre, de quelques kilomètres en plus? Est-ce Bah, qu'ils si tu veux, l'utilisent déjà? je peux te le résumer en une phrase. Nous, Kevin, notre CTO, quand, ChatGPT, Copilot et cetera sont sortis dans leur première version, il disait: «Bah, ça fait le boulot d'un stagiaire». Il me relit le code, il fait tu vois? Donc déjà, déjà ça, c'est un gap. Après, je voulais sortir c'est un article que j'ai lu ce matin. Je voulais sortir cette cartouche à un moment, mais je pense que c'est le bon moment et parce qu'il y avait des sujets qu'on allait je pense qu'on va aborder après, et je vais réappuyer sur ce sujet-là. C'est qu'en fait, on est dans le podcast, on parle d'IA, on est des gens qui baignons dans l'IA, on parle d'IA tous les jours et cetera. Il faut se dire qu'on est 5 10 de la population, en fait, même si tout le monde est sur ChatGPT, personne ne saisit vraiment, les enjeux. Et en fait, on a beau discuter, nous-mêmes qui sommes dans le sujet, on n'est pas vraiment encore prêts, tu vois? Et c'est vraiment ça le challenge quand tu as des équipes techniques, c'est tout le temps de remettre en question de comment en fait on peut aller plus vite, comment on peut optimiser, comment on peut aller plus loin. Et ça, tu vois, on l'a vu quand on est parti en Silicon Valley, on a vu le gap qu'il y a déjà entre l'Europe et les États-Unis, et la Californie en particulier. Mais oui, donc pour résumer la question avant de passer aux autres, c'est qu'en gros, dès le début, le CTO te dit que l'IA fait le taf d'un stagiaire, donc on va dire un demi ETP, un demi équivalent temps plein. Et de l'autre côté, bah, le premier réflexe que tu vas avoir aujourd'hui, quand tu vas vouloir développer quelque chose, c'est est-ce qu'il n'y a pas une solution IA qui le fait déjà, tu vois? Donc, tu as vraiment une veille permanente. Toi, de ton côté, Jules, tu as pu constater ça, tu as utilisé les outils même de ton côté sur ces outils-là ou pas? Ouais, alors moi je suis plus fonctionnel, donc mais rien que sur mon pan de métier, c'est intégrer toutes les étapes en fait, hein. Maintenant, il n'y a pas un moment où je fais pas appel. Euh, alors, soit quand je suis en pur fonctionnel, un chat GPT, mais là, de plus en plus, je me crée mes agents pour faire des parties de mon travail. Et tu vois, bah, par exemple, là, le réflexe, déjà quand tu fais une visio, tu actives Nota ou Fireflies et cetera, donc ça te fait les plans d'action, ça te fait des comptes rendus et donc après, bah, tu as ça et après tu as ChatGPT, bien évidemment. Maintenant, plus personne ne fait d'appel d'offres, ne remplit de dossiers, ne fait de présentation sans qu'il ait un ChatGPT et tu vois, c'est une bonne transition pour traduire, nous, notre vision, du moment la vision que je porte de l'IA. C'est que, OK, ChatGPT, est là, il fait un travail extraordinaire.
Maintenant, ChatGPT, c'est même ton coach ou ton psy, tu vois. Tu as un problème, t'as le syndrome de l'imposteur, tu vas lui poser la question, il va te faire des plans d'action, des questions, il va te dire: «Respire, fais de la méditation» et cetera. Mais de l'autre côté, ChatGPT, tu vois, c'est pas vraiment structuré, c'est tout et n'importe quoi. Et j'en parlais hier aussi avec un président de fédération justement du bâtiment. Et on se disait, tu vois, on parlait de la digitalisation, on présentait ce qu'on faisait et tout dans les journées d'innovation pédagogique. Et il me dit: «Ouais, bah, en fait, est-ce qu'il y a pas le risque avec, la tech que les gens soient trop sur leur écran et cetera?» Je dis: «En fait, le problème, c'est pas ça, tu vois, que ce soit avec la tech ou l'IA. C'est que, les gens soient trop dedans et qu'ils aient oublié justement les bases». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas avoir une jeunesse qui va tomber dans ChatGPT, tu vas lui poser n'importe quelle question, elle va aller sur ChatGPT, mais le problème, c'est qu'elle sait pas envoyer un email. Elle sait pas, elle sait pas, tu vois, elle maîtrise pas le numérique de base. Et quand bien même, en fait, elle va, connaître justement des sujets d'IA, bah, le problème, c'est que de l'autre côté, elle maîtrise rien de la bureautique ou de l'informatique ou autre. Donc au sens où on va pas même pas parler du développement web, tu vois? Et donc, la vision, nous, qu'on a à l'IA, c'est que ChatGPT, c'est bien. On voit ça, c'était la première vague, donc 2022-2023, même si ça prend de l'ampleur, ça a commencé à cette époque-là. Là, sur 2024, début 2025, justement, comme vous l'avez vu, ben, on commence à voir des IA appliquées à certains métiers. Et les plus notables, par exemple, c'est Cursor, c'est Lovable. Donc, c'est des IA, en fait, qui font le taf du développeur. Donc après, ben, tu commences à avoir aussi des IA dans la finance, compta, etc. Et nous, c'est pour ça que c'est aussi notre vision, c'est comment, en fait, au niveau de notre produit, on va avoir cette IA qui va faire, le travail, si tu veux, d'assistant, pédagogique ou d'ingénieur pédagogique au service, du formateur. Et après, bah, tu vas avoir, à mon avis, des IA qui vont aller dans tous ces sens-là. Et nous, notre travail, c'est comment justement façonner cette IA pour qu'elle réponde aux besoins métiers et qu'elle soit, et le vrai challenge, c'est qu'elle soit proactive de manière efficace. Là, Redouane, tu soulèves un point d'un point de vue sociétal et tu l'as survolé par rapport à la perte, le gain d'un côté, mais la perte de l'autre. Je pense notamment à l'époque, l'écriture a été magnifique, l'orthographe impeccable, mais avec l'avenue des SMS, ça a tout éclaté, Internet, etc. On a perdu au niveau de la population cette capacité à bien rédiger une bonne rédaction. Et là, c'est encore pire parce que maintenant, c'est ChatGPT qui écrit tout de A à Z. On a juste à recalibrer et encore, si c'est bien personnalisé et fine-tuné. Là, c'est d'un point de vue éthique, est-ce qu'il n'y a pas un devoir ou une responsabilité de se dire, toi qui es dans la EdTech, donc tout ce qui est en rapport avec l'éducation et la tech, et c'est cette besoin de combler pas ce vide, mais cette perte d'un côté qui est le jeune de demain, bah, il ne faut pas qu'il oublie de faire ça, ou est-ce que maintenant, c'est plus nécessaire et on fait avec et on passe à la suite? Est-ce que il y a ce besoin de rééquilibrer une balance ou c'est comme ça, c'est la vie et on perd ce savoir bureautique, comme tu l'as dit, on perd tout ça pour rentrer dans un nouveau paradigme géré par l'IA petit à petit, selon toi? C'est une question très, 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 très profonde. Mais je ne savais pas qu'on allait parler de philosophie, excusez-moi. Je t'ai voulu parler d'IA, les gars. Je Nous, on te parle l'ai que dit, de hein. ça. On parle que de ça. C'est Non, une des mais branches du podcast. sérieusement, il y a deux courants, tu vois. En fait, ce que tu dis, moi, ça me fait penser à quelque chose. Parce que l'idée, c'est que quand tu arrives sur quelque chose justement de nouveau et d'inédit dans l'histoire, il faut, je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais l'article sur lequel je suis tombé ce matin, en fait, je crois que c'est un TEDx ou c'est un article qui date du mois d'avril, hein, il n'est pas super récent. Mais c'était Eric Schmidt, donc ancien PDG fondateur de Google, qui dit que Artificial Intelligence is underhyped. Ça veut dire que l'intelligence artificielle, elle est largement sous-cotée et elle n'est pas dans la hype, justement, dans laquelle elle devrait être, alors que tout le monde déjà parle d'IA. Donc ça en dit long, en fait, sur lui, son imagination du potentiel et de la place que l'IA va prendre, sachant que tout le monde en parle et que lui-même, malgré le fait que tout le monde en parle, il te dit on n'en parle pas, on en parle largement pas assez, tu vois. Donc oui, il va y avoir des changements qui vont être brutaux, etc.
maintenant, ces changements dans la société, ils ont déjà existé. Force est de constater que, en fait, l'être humain, c'est une espèce qui s'est toujours adaptée. Moi, là, je te donne ma vision. L'être humain, c'est une espèce qui s'est toujours adaptée. C'est une espèce qui s'adaptera toujours aux changements techniques, aux progrès techniques. Ça a été le cas avec la machine à vapeur, ça a été le cas avec l'agriculture, avec l'eau chaude, avec l'électricité, tu vois. Nous, on peut avoir une vision à court terme où, en fait, c'est pas bien, mais faut voir à quel niveau ça va évoluer. Par contre, il faut que l'être humain soit conscient, bien évidemment. Il faut que l'espèce humaine soit consciente pour éviter d'aller à sa perdition. Mais pour être au plus sérieux, moi, l'exemple concret que j'ai, c'est l'exemple, en fait, des cadres et des CEO de la tech américaine qui, déjà dans les années 2010, mettaient leurs enfants dans des écoles dans lesquelles il n'y avait pas d'écran, ou interdisaient les écrans à leurs enfants. Donc, ça en dit long. Nous, aujourd'hui, on a cette vision dans laquelle on met l'IA d'abord au service du formateur et on la met pas forcément, on la met indirectement au service du formé pour que le formateur fasse son travail de facilitateur et qu'il garde en main justement les choses. Ça, c'est la première des choses. On n'est pas une IA B2C que tu vas aller récupérer, etc. Donc ça, c'est le premier truc. Au niveau de l'utilisation, par exemple, des écrans, nous, on est dans la multimodalité. C'est-à-dire que même si on fait de la VR, par exemple, nos séances en VR, elles dépassent jamais 5 à 10 minutes. Tu vois? Donc, il y a plein de choses comme ça que tu vas mettre. On a beaucoup recours aux sciences cognitives. C'est-à-dire indirectement dans les sessions de formation que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas utiliser comme process? Des process comme l'agentivité. L'agentivité, c'est faire en sorte que l'apprenant ait le sentiment que ce qu'il fait serve à quelque chose. Tu vas utiliser l'ancrage mémoriel. Donc, tu vas faire des choses en fait qui boostent un peu la mémoire et qui l'entretiennent. Mais c'est vrai que voilà, donc pour résumer en 3 points, le premier, c'est que l'être humain, moi, ma vision personnelle, c'est que dans tous les cas, il va s'adapter. La deuxième vision, c'est que dans notre tech, il faut qu'on fasse ce qu'il y a à faire. Le troisième point, c'est que chacun doit être son propre, comment dire, doit avoir ses propres garde-fous, faire attention, que ce soit pour lui-même, que ce soit pour les enfants, etc. Parce qu'il y a eu des études, ce que tu dis, c'est un vrai point, il y a eu des études qui prouvent que ChatGPT, entre guillemets, a modelé l'esprit des gens. Tu vois, ils sont plus capables d'écrire parce qu'ils ont déjà, et c'est que le début. Et le quatrième point après, c'est les autorités doivent faire leur boulot. Donc, on va leur balancer la patate chaude mais c'est un travail qui est très complexe, tu vois. Je parlais récemment avec Laetitia Abia, que je salue, qui est députée, qui a fait les lois sur la cybercriminalité, et qui a travaillé au début sur l'IA Act. C'est toujours ces sujets, tu vois. Par exemple, elle me racontait, elle a reçu Mark Zuckerberg à l'Élysée avec le président. Donc, en gros, c'est comment tu veux réguler parce que toi, tu as des enjeux en visibilité que le peuple ne voit pas. Mais de l'autre côté, tu as des enjeux de compétitivité où si tu loupes un train, t'es foutu. Donc, tu vois, c'est des sujets d'équilibre qui sont. Mais ouais, en fait, on sait pas où on va. Et tu vois, c'est l'allégorie de la start-up à la base qui s'étend en fait sur tous les pans de métier, toutes ces réalités. Après, là où il y avait quelqu'un qui rebondissait la dernière fois, il disait que c'est la première crise, en fait, de l'emploi. Enfin, je dis crise, peut-être que le mot est trop fort. Frise. Mais c'est le premier gros changement systémique. Je pensais que c'était moi. Vous m'entendez ou pas? Frisé. Ça avait l'air bien en plus. Grave. On a Là, tu nous as mis un suspense de. On veut la suite, Redouane. Je me suis arrêté à crise. Je me suis arrêté à crise. Il y a un rebondissement, il y a quelqu'un a rebondi sur quelque chose. On ne sait pas de quoi il s'agit. L'intrigue est posée. De quoi il s'agit, Redouane? Ouais, voilà. Donc, en fait, la personne disait, c'était un sénateur avec lequel j'ai discuté, justement, qui est très IA et tout. Il te dit, en fait, là, ça va vous faire rire, je trouve, dans la formation, les trucs OPCO, Pôle emploi, etc. Il te dit, en fait, c'est le premier, je ne vais pas parler de crise, c'est le premier gros changement systémique qui touche les cols blancs. Ouais. Et la vraie galère pour l'État, c'est quoi?
c'est que quand tu fais bosser une IA, tu payes pas l'URSSAF. Tu la payes même pas, tu lui payes même pas de salaire à l'IA, tu oui. vois. Et C'est donc, pour ça que je t'ai dit, je suis chaud s'il y a des formateurs IA. Pour ma trésorerie, c'est impeccable. l'État lui-même, en fait, l'État lui-même, il doit réfléchir à comment justement être garant justement en tant qu'autorité. Il Encore commence à avoir désolé. il commence à avoir trop de Ouais. suspense, Redouane. Je sais pas si tu nous entends. Ah, ouais, j'espère que tu es un bon monteur IA, hein. Tu m'entends? Je pense Non, que je vais pas le garder, encore. je vais le garder en brut comme ça parce qu'on n'a pas de monteur IA. Vous êtes C'est arrêté où? sur la taxation des IA. Oui, L'URSSAF, je disais que le tu fais gouvernement, bosser, etc. tu fais bosser une IA, tu lui payes pas de salaire, tu payes un SaaS et tu payes aussi tu payes pas de salaire à l'IA et tu payes pas d'URSSAF. Donc si tu remplaces 10 gars qui bossent, combien tu fais perdre d'argent à l'État? Et ce que je disais, c'est que l'État il a sa responsabilité régalienne, éthique d'être garant des droits humains, mais il doit être aussi garant du bon fonctionnement du truc. Il y a la même problématique hein, sur la robotique. Parce que tu remplaces aussi des ouvriers. Enfin, Il y a des chiffres pour rebondir. C'est, tu vois, au niveau de la France, en termes de dépenses, il y a, et là, je vais me mettre des gens à dos. D'ailleurs, entre parenthèses, tu es toujours dans le ministère du numérique, Redouane, ou pas? Un peu, j'ai un pied dedans, ouais. Ok, alors je vais prendre des petites pincettes. Et tu as beaucoup de fonctionnaires pour, je sais pas, un poste, il y a 10 personnes pour des tâches assez chronophages et remplaçables par l'IA. Et cette question de comment le gouvernement va gérer ça, est-ce qu'il va repositionner, et ça sera son rôle de son côté-là, et c'est facile de parler de mon côté, mais dur à exécuter, à mettre en place. Mais c'est intriguant de se dire, le changement même dans l'état d'un pays, ça va être quelque chose de assez complexe. Comment on fait quand tu as des personnes avec, je sais pas, 50-50, etc., qui avaient l'habitude de répondre à des mails, etc. Et bien évidemment, je minimise pas le travail, mais où le besoin, une IA pourrait réaliser ça. Et ça va venir, et je vois un peu le gouvernement s'immiscer dans l'IA de manière assez spectaculaire aussi, où on investit de l'argent, on investit sur l'IA en France, mais la suite et les conséquences, ça va aussi impacter ce que tu disais au sein du gouvernement. Comment ils vont faire? Comment ça va se dérouler? Ou est-ce que ça va être retardé, ça va prendre son temps, avec plein de grèves, avec, tu vois? En fait, si tu veux, c'est très compliqué de répondre à cette question parce que, comme je te dis, hein, on autant qu'on soit sensibilisé, on a l'impression, en fait, qu'on ignore tout. C'est-à-dire que, tu vois, moi, rien que dans les discussions que j'ai eues ces 2 3 jours, c'est qu'en fait, quand tu parles avec les gens, justement, dans l'État et tout, bah, en fait, tu as l'impression que, bon, déjà, tu as le sujet, bon, on va je tu vois, malheureusement, on n'en est même pas encore à parler d'empreinte carbone, de pollution, de consommation d'eau et cetera. Ça, déjà, c'est un sujet de dingue et on est tellement, justement, à la masse qu'on n'a même pas encore l'occasion d'en parler, tu vois? Et c'est là que ça peut être intéressant de parler d'IA propriétaire, de LLM, tu vois, sur tes serveurs et cetera. Mais à travers ça, si tu veux, tu as la question pour revenir à la question que tu évoquais, le sujet justement de la transformation des emplois et cetera. Pour moi, c'est un sujet qui s'est déjà posé, qui va se reposer l'être humain, comme je l'ai dit, c'est une espèce, pour moi, qui s'adapte et donc on trouvera toujours des solutions. Après, bah, il peut y avoir des crises, il peut y avoir du chômage et bah, c'est le truc que je voulais dire tout à l'heure au moment où ça a coupé, c'est que, c'est la première crise systémique pour les cols blancs. Mais le truc, c'est que les cols bleus, en fait, on en aura toujours besoin. C'est-à-dire que, heu, les métiers manuels n'auront jamais eu autant de la cote, heu, que là où aujourd'hui où il y a de l'IA. Après, on n'a pas encore vu les robots qui nous attendent au tournant là, la troisième à gauche dans 5 ans. Mais, heu, mais tu vois, Nouveau problème. réparer des clims, réparer des ascenseurs, la mécanique des voitures,
la mécanique en plus des voitures électriques là, qui commence à avoir le vent en poupe. Et après, même sur les métiers d'artisanat, parce que les gens, t'as envie de te dire, les gens, ils auront de l'argent parce que ça va, l'économie va se développer. Et ils seront plus en demande de choses personnalisées, par exemple dans la déco, dans les trucs. Donc il y a plein d'issues imaginables et possibles. Mais pour revenir à la question de l'État, donc cette question de la transformation et de la transition des postes et de l'employabilité, bah, c'est un vrai sujet. Mais ce sujet-là, à mon avis, bah, dans l'histoire, il a déjà été traité, il a déjà été évoqué. Le truc où je disais que j'ai l'impression que l'État n'a pas le temps, c'est que bah, l'État investit des centaines de millions, voire des milliards dans les infrastructures IA, parce qu'après, tu as aussi le sujet de la souveraineté, tu as le sujet des données, tu as le sujet tu as le sujet de l'intelligence économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, le paradigme, il est en train de changer. L'une des personnes avec qui j'ai discuté de la guerre en Ukraine, il te dit que l'un des premiers facteurs qui fait que l'Ukraine est tenue aussi longtemps face à la Russie, eh ben, c'est l'IA. Comment un petit peuple avec autant de moyens réduits bah, a développé justement grâce à l'IA. Et c'est vrai que tu vois, nous, depuis qu'on a commencé dans la startup, les studios de développeurs en Ukraine, t'en avais en pagaille, tu vois. Bah, comment en fait, grâce à l'IA, tu vas essayer de capter de la donnée qui vont dessiner un peu tes orientations stratégiques, etc., pour être plus efficace, tu vois. Et le sens de ce qu'il disait, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, ben, l'IA, elle te donne une telle masse d'informations que tu vois, tu peux limite fabriquer des armes, fabriquer des bombes, fabriquer des... Et donc, c'est aussi ces sujets-là, en fait. Alors, petit rappel, Redouane, il y a Redouane et Mohamed dans le podcast. Mais Entre en fait, parenthèses. au-delà de cette base de connaissances qu'il faut pas Mais mettre vous n'avez entre pas les mains de testé. tout le monde, on n'en a pas testé, on n'en avait même pas conscience. Mais tu vois, au-delà de cette base de connaissances sur laquelle il faut vraiment alerter et qu'il faut cadrer au niveau des autorités, tu as aussi les sujets de souveraineté technologique. Parce que si tu mets tout dans tes serveurs aux États-Unis ou en Chine ou à la merci de tout le monde, bah en fait, on est aujourd'hui dans la guerre de données. C'est-à-dire que si j'ai ta data, bah en fait, je te maîtrise de A à Z. Et du coup, l'État aujourd'hui, moi, en mon sens et selon mon analyse, bah, il est pris entre deux feux, entre la régulation du petit peuple et du changement sociétal à l'échelle bah, justement microéconomique, mais il doit gérer en même temps le changement sociétal à l'échelle macroéconomique, voire même géopolitique. Et du coup, c'est là que, tu vois, j'ai envie de te dire, on leur souhaite le plus grand courage, mais c'est ultra délicat, tu vois. Ah, c'est sûreté nationale en priorité sur ce coup-là où il ne faut pas, entre parenthèses encore, se faire dépasser ou quoi que ce soit pour veiller à cette sûreté. Parce qu'on faut le dire, en France, on a une chance inouïe, c'est qu'on sort, on est tranquille. Ça ne va pas me traverser l'esprit de me faire attaquer au niveau aérien ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que ça demande en amont, et c'est ce qu'on ne voit pas aussi, un travail monumental. Et je peux comprendre en termes de décision pour une société normale ou une personne comme moi et vous, c'est difficile à comprendre parce qu'on n'a pas ces décisions à faire tous les jours. Et donc, ça peut se comprendre en termes de positionnement et d'intensité. Mais c'est vrai que c'est dommage aussi de l'autre côté où il y a des points assez dramatiques au niveau planétaire, liés à l'environnement, etc., qui sont moins intenses. Je prends encore des guillemets sur cette position que ça devrait l'être aujourd'hui. Parce qu'on va s'en rendre compte dans 20 ans, 30 ans. Et malheureusement, c'est des choses qu'on ne peut pas trop revenir dessus. Pour changer un petit peu, on a parlé des États-Unis. Redouane, toi, tu es parti là-bas, tu as fait un tour aux États-Unis. Et là, tu évoquais quelques différences. Est-ce que les différences, même la réponse, elle est obvious? Est-ce que tu as constaté et qu'est-ce que tu es parti faire aux États-Unis cette année? Raconte-nous tout, Redouane. Alors, je suis parti aux États-Unis parce que depuis un moment, avec notre startup, on se disait qu'il fallait qu'on voit le CES Las Vegas pour un peu toujours la même chose, hein, tu vois, faire un benchmark de ce qui se fait en termes d'innovation et essayer de te jauger sur ton degré d'innovation pour voir, CES, il y a tout le monde qui est la crème de la crème au niveau de la tech qui est, aussi bien américaine que mondiale. Et du coup, tu regardes comment tu es positionné, que ce soit dans tes réflexions stratégiques ou autres, donc tu vas te nourrir. Là, on a rejoint une Learning Expedition organisée par Morad Ati, que je salue,
qui est Qu'on salue le tous parrain de ensemble. l'IA, en Le France. Big Boss. Exactement. Et du coup, il avait les jeunes du programme Qu'est-ce qu'il y a, donc programme qui facilite l'insertion professionnelle des jeunes des quartiers grâce à l'IA avec des partenariats qui fait entre les grands groupes, les collectivités. En fait, ils font des POC IA justement d'intérêt public. Et du coup, on est parti là-bas et déjà, quand tu arrives à San Francisco ou même en Californie, le premier truc qui te cloue, c'est que les panneaux publicitaires, c'est que de l'IA, c'est que des startups. C'est que en fait, t'as les panneaux publicitaires des avocats. Et parce que là-bas, les avocats, ils ont le droit de faire de la pub. T'as l'avocat et t'as Ils l'IA. ont de l'argent. Tu vois, t'as vraiment l'avocat d'un côté et t'as l'IA de l'autre côté. Et l'IA, mais partout. Après, quand tu vas à San Francisco, tu as les Waymo, donc les véhicules autonomes, taxis autonomes. Donc voilà. Et après, on a eu la chance, grâce à Morad, d'avoir des masterclass. Et on a eu une masterclass notamment de Grégory Renard, qui est un des top 10 data scientists au monde, qui a rédigé des IA, qui a contribué justement à rédiger la stratégie avec Macron. Il travaille pour la NASA. Il a travaillé sur les premiers LLM dans les années 90. Et donc, lui, justement, quand je dis qu'on a beau être sensibilisé comme on peut et qu'on n'est pas prêt, lui, il nous a donné un très bon exemple, tu vois. Pour te dire, je vais te donner 2 exemples. C'est que lui, il te dit, on a aujourd'hui 4 révolutions IA par an. C'est-à-dire que tous les 3 mois, tous les 3-4 mois, en fait, tu as un nouveau modèle IA qui sort et il bouscule tout le monde et il change la donne et il rebat toutes les cartes. Et donc, ça te pose des questions. Et quand tu sais que c'est un des mecs qui a travaillé notamment avec OpenAI, etc., sur l'élaboration des modèles, lui-même te dit que, alors qu'il est à une certaine pointe, tu vois, lui-même te dit qu'en fait, tous les 3-4 mois, dès qu'il y a un nouveau modèle, il fait un mini burn-out. Parce qu'il se demande à quoi son taf va servir. Ah ouais. Et nous, on se casse la tête avec des agents IA, tu vois. On croit qu'on a la NASA, on se prend pour des chimistes comme ça à faire des combinaisons et des. J'ai fait un prompt de folie. Et des scénarios. Et si tu veux un exemple très concret, il nous a dit qu'il a travaillé sur un projet de recherche avec une équipe, je crois, de 6 ou de 9 chercheurs. Ça lui a pris 3 semaines. Quelque temps plus tard, il doit faire un travail similaire. Donc, il doit reconvoquer les chercheurs, etc. Mais sa femme, elle allait au resto et du coup, il s'est dit, bon, je suis tout seul à la maison, je vais commencer à bosser, tu vois. Il commence à bosser et un travail équivalent avec l'IA, en fait, il a réussi à le boucler en 3-4 heures. Ah ouais. Et on parle, bien évidemment, d'un métier ou d'un environnement assez complexe où il faut des grosses têtes. Bon, il faut quand même le rappeler. Des ressources. C'est là toute la question. C'est 6 chercheurs dont on parle, tu vois. Et c'est 3 semaines de boulot. Et lui, il te dit, quand sa femme, elle est rentrée, elle lui dit, qu'est-ce que tu fais? Il lui a dit, j'ai fini mon travail. Il a dit, j'étais en train de trembler tellement j'étais choqué. Tu vois. Après, c'est les ressources aussi. L'envers de l'histoire aussi, c'est qu'il te dit, lui, à la base, il nous parlait de DeepSeek avant que ça explose. Tu vois, en janvier, le buzz de DeepSeek, il a eu vers mars. Lui, nous en a parlé en janvier. Après, il fait une veille l'autre de pendant permanence. de l'histoire. Oui, et l'autre pendant de l'histoire, c'est que lui aussi, après, il a des machines. Hein. Tu vois, lui, ses PC, c'est du $150 000. Hein. Donc, il a des machines à faire tourner. Mais ça en dit long sur le potentiel de la tech, tu vois. Donc oui, donc en gros, ça te fait dire que on a même pas, tu vois, même les plus grands formateurs IA, les têtes influentes, etc. Je parle pas des Luc Julia ou des vraies personnes qui ont monté des systèmes IA, tu vois. Je parle des gens qui vont être là, qui vont faire de la formation classique en IA ou autre, ou qui vont vulgariser, faire du podcast. Et même ça, en fait, on a l'impression qu'on n'en a même pas conscience, nous qui baignons tous les jours dedans, tu vois. Donc c'est là qu'il y a vraiment un sujet. Et après, quand tu parles avec des investisseurs, les analystes et business plans, ça c'est le deuxième truc qui m'avait choqué. C'est de dire, mais t'as 10 développeurs là, les 10 développeurs, ils vont faire quoi? Je dis, ils vont dev la solution et tout. Il dit, ils font de la R&D ou du dev? Tu vois, ils font la différence. Il me dit, mais s'ils font de la R&D, c'est bon. Il m'a dit, si c'est des développeurs, il m'a dit, enlève-les du business plan. Il m'a dit, c'est des IA qui vont développer pour vous, tu vois.
Et il te challenge ton business plan comme ça. Il te dit non, 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 toi, dès que tu as ton produit là, si tu fais la R&D, après, c'est des IA qui dev, et après, tu accélères. Maintenant, je ne sais pas à quel degré de challenge il te pose, mais il y a quand même une part de vérité, tu vois. Et après, on a quand même un peu tourné dans les communautés tech et tout, et tu sentais aussi peser ce, ce contexte de licenciement massif, de coupes budgétaires, de trucs, tu vois. C'est voilà, je vais te donner un truc, tu vois. Nous, on est musulmans, on va à la mosquée. Là-bas, à la Silicon Valley, t'as que des devs à la mosquée. Lui, il est chez Ouais. Facebook, lui, il est tech lead chez Salesforce, lui, s'il est chez Nvidia. Tu vois, c'est des logiques communautaires. Ben, l'imam, quand Ouais. il fait son discours, il fait: les gars, faut garder la foi. Les licenciements, c'est pas la fin du monde. Tu vois, c'est incroyable. La dernière Et c'est IA qui est sortie, il va le mettre dans le prêche, toi. non, mais Minimum technologique. c'est vrai, tu vois. Mais ça en dit long sur le truc sociétal, tu vois. C'est plein de populations, des PhD, des doctorants qui ont émigré pour bosser dans la tech. Être là-bas, c'est quand même une finalité d'un point de vue carrière professionnelle. Et tu arrives là-bas et tu sens qu'ils sont sous le poids des licenciements. Et là-bas, c'est du jour au lendemain, tu vois. Donc, en fait, tu te prends dans la tête tous les changements sociétaux entre les courbes exponentielles de la progression des IA, les emplois qui sont à la baisse, c'est Et perturbant. mais après, tu vois, c'est des remises en question parce que je remets toujours en question des chiffres que je vois. Est-ce que des fois, c'est pas grossi parce que c'est lié au marketing d'une boîte qui utilise de l'IA ou ceci, la réalité du terrain, il faudrait prendre, tu vois, vraiment les personnes en interne. On va dire, combien il y a eu réellement de licenciements? Est-ce que l'IA est vraiment autonome à ce point aussi avancé si on n'a pas les ressources? Là, tu me parles d'une ressource qui a un ordinateur à plus de 150 000 euros. Est-ce que c'est tout le monde qui a ça? Tu vois, en termes d'accessibilité et de tout ça, on va y arriver. Ça, j'en doute pas. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on grossirait pas tout ça par hasard? T'as entendu, bah, je pense qu'il y a un peu des deux. T'as entendu parler du scandale de Builder.ai? Non, non, non. C'est quoi Builder.ai Builder.ai pour elle? Builder.ai, c'est une société que nous, on a croisée au JTEX à Marrakech il y a 2 ans, qui te dit je te fais ton site internet en 2 semaines. Tu veux un clone d'Amazon, tu veux un clone d'Airbnb, tu veux un clone de Facebook, d'Insta, je te le fais, voilà. Donc eux, ils te disent que tu choisis des templates, tu nous fais ta commande et l'IA va faire ton truc. Mais en fait, c'est pas Est-ce que une IA, ça va faire un c'est des clone développeurs. AliExpress ou pas? Exactement. Ils s'appellent .ai, mais ils ont des développeurs en Inde. Et tu vois, ils ont Ouais. accéléré, hein, ils ont levé 200 millions. Mais ça, c'était il y a 2 ans. Mais là, il y a 3 semaines, ça a fait un gros boom dans les sphères justement tech. Ils ont déposé le bilan. Et le dernier investisseur, en fait, il a gelé les 60 ou 50 millions qui restaient dans le compte parce qu'en fait, il s'est rendu compte que c'était une boîte de prestat de services avec des Indiens qui codaient jour et nuit et ils prétendaient être de l'IA. Donc après, de l'autre côté, tu as aussi un changement de paradigme qu'on sent dans la Startup Nation où, à l'époque où on était sur l'hypercroissance et la frénésie des levées de fonds, etc. Aujourd'hui, il y a les taux d'intérêt qui ont remonté, les fonds ont moins d'argent, ça prête moins. Donc, on peut plus se permettre de dépenser comme on dépensait avant. Donc, il y a un retour à la raison. Donc, l'IA, dans ce cas-là, elle peut avoir bon dos. On peut dire, ouais, c'est l'IA en licencié, etc. Et pour revenir et pour répondre à ta question sur est-ce qu'on ne fantasme pas, etc. En fait, je pense que c'est juste une question de, tu vois, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va en cascade. Il y a ChatGPT, il prend sa place. Tu as Lovable Cursor qui prennent leur place. Vous y connaissez peut-être mieux que moi. Moi, je n'ai pas forcément creusé des outils type Lovable Cursor, mais j'ai l'impression qu'ils font un certain boulot de qualité. Ils vont peut-être pas tout faire, mais je pense qu'ils font quand même certaines choses, tu vois. Donc, en fait, je pense que c'est juste la courbe d'adoption qui prend du temps, Mmh. tu vois. Pour donner un retour sur le terrain, pour les personnes qui m'entourent et qui l'utilisent et qui créent des SaaS autour de ça. Moi, j'ai un ami qui a créé à l'aide de ça, mais il a dû acquérir des compétences en dev en parallèle. Le retour terrain, c'est top pour initier un projet, pour concrétiser et finaliser, pas ouf. Mais pour donner vie rapidement à une idée dans l'idéation, etc., c'est impeccable. Mais en termes de sécurité,
c'est pas ouf. Si j'ai un projet, je peux pas le mettre, il faut repartir from scratch parce qu'il va pas réussir à remédier à tout ça et tu as des failles à peu près partout. Mais en tant que création d'idées et accélérée, comme tu as dit avec notre cher ami Grégory Renard, qui a en 3 heures concrétisé un projet de 3 semaines, tu dis, initier un projet, au lieu que ça me prenne 1 mois, 2 mois, je vais le faire en moins d'1 journée. Donc ça, c'est ce qui est possible. L'après, pas fou d'après les retours, encore une fois. Mais Moi, je ne sais pas. on est d'accord, hein, parce qu'il faut pas oublier que et c'est là que tu vois, tu contrebalances avec l'IA. L'IA apprend de l'IA et c'est ça aussi qui fait la courbe exponentielle. C'est-à-dire qu'on en est qu'au début. Pourquoi? Parce que l'IA, tu la nourris. Aujourd'hui, c'est clair que ce qui va manquer, par exemple, sur un site web que tu vas développer, tu as les sujets qui sont liés à l'humain. La sécurité informatique, c'est de l'intelligence sociale, donc c'est des failles que les humains vont trouver tout le temps. Et les humains, ils ont toujours trouvé des failles, quels que soient les systèmes, ils ont toujours été contournés. La deuxième, c'est la personnalisation pour moi. Et la troisième, c'est tout ce qui a trait à l'artistique, au design, à tout ce qui a une affaire de goût. Et sur ça, en fait, il n'y aura jamais débat entre l'intelligence humaine et l'IA. Par contre, plus tu vas avancer, plus l'IA, comme elle recopie, elle va se nourrir en fait de ces sujets et elle va avancer. Et le meilleur exemple, regarde ChatGPT entre il y a 6 mois et maintenant. Tu lui dis, en fait, on lui a tellement demandé de te faire des plans d'action, des checklists, maintenant il te propose de lui-même, est-ce que tu veux que je te fasse un plan d'action et je te mets des petits smileys et des points et des bullet points et des... Tu vois ce que je veux dire? Pour rebondir à ça, avec Gilles, on a souri, c'est pourquoi? Parce qu'il y a hier ou il y a 2 jours, on a parlé de ça longuement sur tout ce qui est intelligence humaine et l'IA sur la créativité. Je te laisse parler, Gilles. Quel est ton ressenti? Nous, notre ressenti, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas encore OK, mais pour des personnes qui ont aucune créativité, c'est déjà bien. Et c'est qu'une histoire de temps. Il y a un moment où ils feront un niveau d'originalité qui sera du même niveau, voire au-delà des personnes les plus créatives. Vous avez vu les dernières vidéos là sur VO3? Et justement, on a un Mohamed en commun avec Mohamed qui est très féru de ça, réseaux sociaux, tout ça. Et il nous dit, mais pourquoi j'ai pas créé un TikTok pour faire des vidéos sur VO3 et les envoyer, etc. Moi, j'ai vu une vidéo, mon associé me l'envoie, c'est dans un souk en Algérie. Et t'as un mec, à chaque fois, il se fait interviewer. À chaque fois, il ramène un nouveau truc. Il ramène une tour Eiffel d'occasion. La gazeuse. Non, c'est pas la limonade, non. Le mec, il te ramène une tour Eiffel au milieu du souk. Il dit, tiens, il y a une tour Eiffel d'occasion. Elle a besoin d'une couche de peinture. Après, il te ramène un sous-marin. Après, il te ramène une Batmobile. Et truc hyper réaliste, tu vois. Et les mecs, en fait, ils font des vidéos comme ça pour rigoler sur Insta. Mais quand tu vois le niveau de créativité, tu te dis c'est dingue. Après, je te parle aussi d'une vidéo similaire que j'ai vue dans un salon où c'est du UGC, donc contenu généré par les usagers, entre guillemets. Et c'est une interview dans un salon type mondial de l'auto sur les performances d'un nouveau véhicule électrique. Et les gens, ils donnent leur avis. Et ils ont même fait dans la vidéo qui est générée par une IA, une meuf avec son mari, ils ont une poussette, ils disent ah ouais, c'est trop bien, même pour le bébé et tout, il a kiffé l'expérience. Ça va trop loin. Et donc, c'est pour ça que c'est pas encore le cas, mais ça va arriver, je pense. Ça me donne une transition parfaite sur, si vous n'avez pas vu l'épisode précédent avec Vivien Parlia, donc, qui est un créateur dans tout ce qui est vidéo, etc. Vous allez pouvoir voir l'introduction qui a été générée par VO3 pour répondre à ce fameux défi. Je vous laisse regarder la vidéo. Bien évidemment, toi, Redouane, il faut balancer un petit peu. On a une chaîne YouTube. Et on n'a pas dit abonnez-vous, likez la vidéo et partagez. Et vraiment, Redouane, on a exploré pendant 1 heure, je ne l'ai pas senti passer pour la suite. Est-ce qu'il y a des projets futurs où tu vas rester sur le projet Reequal? Qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Ah écoute, on va faire comme les explorateurs, hein. On va explorer. Là, on est comme les Livingstone. Je ne sais pas si tu connais Livingstone, les mecs, là, les Britanniques qui sont arrivés en Amérique au 19e siècle. Ils étaient là avec une hache et ils coupaient l'herbe dans la forêt vierge.
Hein, c'est que ça, tu vois. On va itérer, on va avancer. Nous, on a une vision qui est assez claire dans ce qu'on veut délivrer. Mais après, maintenant, tu es arrivé dans un contexte où la technologie, elle va beaucoup plus vite. Donc, t'es jamais à l'abri d'une surprise. Et aujourd'hui, c'est ça qui est d'autant plus, j'ai envie de dire tricky avec les startups, c'est que dans les deux sens, l'avènement d'une techno peut te faire exploser, comme il peut te faire glisser de l'autre côté. Nous, on avance, on a notre vision. Ça fait 6 ans qu'on la porte, avec plus ou moins de succès, des phases où ça accélère, des phases où voilà, tu as des remises en question, des bouleversements technologiques. Et après, bah, on s'adapte. Hein. Donc, on se souhaite le meilleur et on avance avec notre vision. Bah, écoute, impeccable. Et vraiment, c'était le point fort. Moi, ce que je retiens, c'est que, je ne veux pas dire vous êtes visionnaire, mais en plus de donner une vision, vous passez à l'action et vous bousculez les codes, si je peux me permettre de le dire, où vous allez donner l'accès à différentes personnes, où, voilà, tu as dit qu'avant l'avènement de ChatGPT, vous y étiez déjà, etc. Et c'est incroyable ce que tu fais, toi et ton équipe avec Ahmed. Vraiment, je te souhaite un bon courage, une bonne continuation et j'espère que en 2030, vous serez la référence. À côté de Mourad Atik, là, les deux boss dans le marché francophone et voire international, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Et on a une petite tradition, Redouane, dans ce podcast, dans cette émission, c'est est-ce que tu as une recommandation à nous faire, que ce soit un livre, un film, un podcast, peu importe, juste une seule recommandation et je te laisse la partager avec nous. J'ai cru que tu allais me demander le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est J'allais après cette dire, recommandation. Tu m'as pris de court. D'accord. J'allais dire, on est jamais à l'abri d'une bonne connexion. Là, le premier qui me vient à l'esprit, c'est Réfléchissez, devenez riche de Napoléon Hill, parce que c'est un livre que j'ai lu qui m'a marqué, que j'ai eu l'occasion de relire. Et du coup, ouais, quand je l'ai relu, en fait, je me suis dit, ah ouais, c'est intéressant, tu vois. Ah, c'est pas forcément sur la richesse, mais c'est surtout sur comment travailler sur, tu vois, la persévérance, l'intelligence sociale pour faire aboutir ses projets, quels qu'ils soient, tu vois, qu'ils soient associatifs, économiques, politiques, etc. Donc, j'ai trouvé pas mal de ressources dans ce livre-là, donc je le recommande. Gilles, de ton côté, est-ce que tu as une recommandation? Ouais, j'ai regardé un documentaire, ça s'appelle sur Netflix Buy Now. Et alors, il date de 2024, mais j'ai trouvé que le design sonore était incroyable. Et je pense que Mohamed, ça va te plaire. Enfin, je sais pas si tu l'as vu, mais en tout cas, t'as de temps en temps une IA qui parle. Là, ça me plaît déjà, tu m'as survendu. J'achète. et je pense que, enfin, je trouve que le design, c'est entre ce que toi, t'aimerais bien faire sur ta chaîne, je pense, et du ego. Et donc, enfin, franchement, j'ai adoré. Ok. Et toi, Mohamed? Yes. Est-ce que tu as une recommandation à nous faire? Recommandation manga. Vraiment, je vous conseille une petite découverte. C'était ma to-do list de manga à regarder. C'était SAO, donc Sword Art Online, qui, Redouane, ça va te plaire, même si on parle de Ready Player One. C'est des personnes qui mettent un casque et qui vont dans un jeu de combat, etc. Et en termes de complexité scénaristique, c'est assez fou. Donc, je conseille aux éditeurs. Il y a plusieurs saisons. Ça passe très bien. Et il y a pas mal de réflexions, d'intrigues, de cliffhanger. Il y a vraiment tout qui a été mis dedans. Très bonne recette. Donc, SAO, Sword Art Online. En tout cas, les amis, c'était un plaisir. Qu'est-ce que tu as pensé, Redouane, de ce podcast? Déjà, merci à vous pour le partage. Comme je le disais, ouais, ça fait toujours plaisir. Vous faites un podcast et ça se voit qu'en fait vous le faites déjà pour vous enrichir personnellement et partager cette valeur. Et ça, je trouve ça cool. On a parlé de pas mal de choses et notamment du côté incertain. Et moi, ce que j'aime bien dire à chaque fois, c'est que en fait le meilleur est à venir, quoi qu'il arrive. Donc, c'est le moment de la fin.